poser quelques questions aujourd'hui sur la patrimonialisation de Tchanché et du musée et comment ça se fait que cette variété est devenue une icône. Comment est-ce qu'on le reconnaît? Donc, on commence avec vous, Cécile. Quelles sont vos tâches ici dans le musée? Qu'est-ce que vous faites en tant que conservatrice? Donc moi, je suis conservatrice du musée de la Vie Wallonne et donc je gère les différents départements des collections ainsi que la cellule de restauration. Donc les collections, elles sont très variées et très hétéroclites au musée de la Vie Wallonne puisqu'on a un musée d'ethnographie régionale. Donc c'est aussi bien le département des objets et réserves, il y a plus de 100 000 objets, les archives générales qui sont conservées ici à Liège avec la bibliothèque. Et puis, on a aussi un fonds photographique très important. On a presque 1 million de clichés négatifs, positifs. Et des archives sonores filmées qui ont été au départ réalisées dans le cadre d'enquêtes ethnographiques. Et nous avons aussi deux fonds, le Fonds d'histoire du mouvement wallon et la Bibliothèque des dialectes de Wallonie qui sont arrivés en 2004 et 2005. Wow. C'est impressionnant. Voilà, donc c'est plus un travail de management, d'établir des plans de récollement, numérisation et gérer aussi les prêts. Donc on permet aussi d'emprunter des œuvres du musée par d'autres institutions muséales. Ok, super. Et vous avez déjà beaucoup d'années d'expérience ici? Oui, 15 ans, un peu plus de 15 ans. Donc ça fait depuis 2005 que je travaille ici. Donc, voilà, j'ai commencé dans le cadre de la rénovation du musée lors du déménagement des collections qui étaient auparavant, entre autres, entreposées ici dans la pièce où on est aujourd'hui. Ok, super. Anthony, toi, tu es marionnettiste. Oui, tout à fait, oui. Tu fais souvent des shows. Tu peux nous raconter ce que tu fais Donc, moi, mon métier en tant que marionnettiste, il consiste à créer les histoires, donc les écrire, sculpter les marionnettes qui vont avec les histoires et donner les spectacles. Et c'est aussi ici dans le musée qu'il y a des spectacles? C'est aussi ici au musée de la Vie Wallonne que je donne des spectacles. Alors, on a des séances privées et des séances publiques. Donc, les séances privées, c'est plus des séances pour les écoles, pour des groupes qui réservent le théâtre ou pour des anniversaires. Et les séances publiques, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et en moyenne, on joue entre 200 et 250 spectacles par an. Ok, wow. Et vous faites encore des marionnettes vous-même aussi, donc, et vous apprenez à des nouveaux gens aussi de créer leurs propres marionnettes? Oui, je fais moi-même mes marionnettes pour les nouveaux spectacles. Et pour le moment, effectivement, j'ai une apprenante qui apprend à sculpter, mais qui va aussi apprendre à donner des spectacles parce qu'elle aimerait bien lancer sa propre compagnie. Et donc, comme on est quand même un musée ethnographique qui est assez important, c'est aussi une des missions de pouvoir transmettre notre savoir, les savoir-faire, et aider les plus petites structures qui essayent de se lancer dans leur projet. Et ton savoir-faire, il est déjà assez ancien, on va dire, parce que c'est ton père qui t'a transmis ta passion pour les marionnettes, c'est correct? Oui, voilà, c'est mon père mon père est marionnettiste aussi, et donc il m'a transmis sa passion et une partie de son savoir du métier de la marionnette liégeoise. Donc moi, j'ai toujours été dans l'univers de la marionnette liégeoise depuis que je suis né. Il y a beaucoup qui a changé. Si vous entendez des histoires de votre père, de son époque des marionnettes jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé? Il y a eu une évolution depuis qu'il est jeune jusqu'à maintenant. Quand lui était jeune, c'était beaucoup d'histoires tirées de la Bibliothèque bleue, donc qui mettaient en scène Charlemagne et les pairs de France. Quelques adaptations de séries de l'époque comme Thierry Lafronde, mais c'était pas très abouti. Une fois que mon père a commencé à être montreur, il y a eu déjà un petit changement qui s'est opéré dans les spectacles de marionnettes, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des spectacles sur les contes et légendes comme le Petit Pousset, la Barbe Bleue. On a fait aussi des spectacles sur Saint-Nicolas ou le Père Noël. Et maintenant, les spectacles ont encore un peu plus évolué, c'est-à-dire qu'on va faire des spectacles qui vont parler de thèmes contemporains, comme par exemple l'égalité homme-femme, le tri des déchets, la malbouffe, voilà, et aussi intégrer des personnages plus contemporains. Par exemple, moi j'ai des spectacles avec des zombies ou des hommes-poissons, parce que maintenant dans la culture actuelle, qui est fort imprégnée de la culture japonaise ou américaine, c'est des personnages qui vont pouvoir revenir, que ce soit dans des dessins animés ou bien dans des jeux vidéo aussi. Donc ça va intéresser les enfants. Oui.
Et dans ce spectacle, donc, il y a eu une grande évolution entre les histoires qui étaient racontées avant et puis maintenant, on va incorporer des histoires plus contemporaines, des caractères plus contemporains. Chonche, il est resté le même ou il a évolué aussi? Il est resté le même, mais son rôle a évolué. C'est-à-dire qu'au départ, dans les spectacles plus traditionnels, Chonche, c'était vraiment un faire-valoir. Il était plus là à la fin de chaque scène pour refaire un peu le point avec le public de ce qui s'était passé, alors que maintenant, Chonche, c'est le personnage presque central des histoires. C'est le personnage, c'est le héros en fait de l'histoire, alors qu'avant c'était plus l'écuyer du chevalier. Et quand tu le joues, toi, comment est-ce que tu l'appropries? Qu'est-ce qu'il veut dire pour toi, Chonche? Pour moi, Chonche, c'est un symbole de justice et de liberté. Donc, il va être le point de référence pour le public dans le spectacle. C'est lui qui va permettre aux enfants, notamment, de se rendre compte de ce qui est bien, ce qui est mal, quels personnages sont gentils ou quels personnages sont méchants. Ils savent plus ou moins faire la part des choses, mais si Chonche est là pour appuyer le message, alors ils comprennent le message qu'on veut faire passer. Okay. Et vous, Cécile, qu'est-ce que Chonche il veut dire pour vous, en tant que liégeoise, en tant que conservatrice? D'abord, c'est un personnage important au sein des collections, donc il est présent dans une collection de marionnettes, donc je veux dire en tant qu'objet matériel, et puis il a une grande place aussi dans le patrimoine oral et immatériel. Il fait partie aussi du folklore liégeois, donc ça c'est vraiment encore plus dans le quartier aussi d'Outremeuse. Donc pour moi c'est une figure aussi émouvante, à laquelle soit on se reconnaît ou à laquelle on s'attache beaucoup. Donc et puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que dès la fondation du musée, les fondateurs du musée, ils ont d'abord récolté des marionnettes, puis il y a eu très vite cette envie de vouloir en fait créer un théâtre de marionnettes parce que ceci était en train de disparaître après la Première Guerre mondiale. Et donc c'est comme ça qu'il y a eu l'ouverture du premier théâtre de marionnettes au musée, enfin un seul, en 1931. Et c'est qui alors les fondateurs du musée? Qu'est-ce qui leur a inspiré de commencer à récolter ces marionnettes et donc après cette destruction, bien sûr, il y avait plus que 5 sur les 50 théâtres de marionnettes qui restaient. Donc il fallait faire quelque chose pour les conserver, mais qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Donc les fondateurs du musée, pour revenir à la première question, oui. Donc en fait ce sont au départ des hommes, mais qui sont issus d'environnements différents. Il y a des militants wallons, Joseph Maurice Remouchant, c'est un militant wallon, donc au départ c'est plus un homme politique. Il y a aussi des dialectologues comme Jean Host, et aussi des historiens, des auteurs wallons comme Henri Simon. Donc on a vraiment en plus plein d'autres personnes aussi qui ont fondé ce musée-là. Donc on a des univers différents qui se rencontrent, qui veulent en fait conserver tout ce témoignage du passé qui est en train de disparaître, d'anciens métiers qui sont en train de disparaître. Donc c'est comme ça qu'ils vont mettre en place ce principe d'enquête ethnographique, cette collecte et de témoignages. Ils vont aller trouver, interviewer des gens. C'est comme ça qu'on a des archives filmées et sonores, et en même temps récolter les objets. Et donc pour le théâtre de marionnettes, qu'est-ce qu'ils s'aperçoivent, c'est que les théâtres diminuent, les gens ne vont plus au théâtre de marionnettes parce qu'il y a d'autres formes de divertissement. Et donc ils se disent, il faut faire quelque chose. Donc il y a vraiment une démarche de patrimonialisation qui est là au départ. Et c'est comme ça qu'ils vont engager aussi 2 montreurs de marionnettes issus des 2 rives de la Meuse, parce que c'était 2 façons de jouer qui étaient différentes. Et donc c'est vraiment, au départ, le musée, c'est un conservatoire des traditions, de certaines coutumes qui sont en train de disparaître. Et là, ils se disent, voilà, il faut faire quelque chose par rapport à ce patrimoine oral et immatériel. Du coup, vous avez dit qu'un des fondateurs du musée, il était dans le politique. Qu'est-ce que ça a impliqué, ce côté politique, pour le musée? Est-ce qu'il y a eu des financements? Enfin, comment est-ce que le politique est impliqué? Non, ça n'a pas, il n'y a pas eu de financement par rapport à ça. Donc ça, par rapport aux origines, je ne sais pas très bien quels étaient les statuts au départ du musée, parce qu'en 1958, le musée il est devenu un établissement d'utilité publique. Et puis c'est devenu une fondation d'utilité publique, et il était géré par la ville de Liège.
Et puis en 1989, donc la ville de Liège avait des difficultés financières et donc la gestion a été reprise par la province de Liège. Donc nous ici on est des agents provinciaux et donc depuis 1991, le musée et le théâtre est géré par la province de Liège. Mais par contre le statut des collections, donc ça c'est toujours un peu compliqué muséal, elles sont indivises pour tout ce qui était acquis avant 1991. Donc ça appartient pour moitié à la ville de Liège et à la fondation d'utilité publique, dans laquelle se trouve toujours la famille des Remouchans, qui sont à l'origine des fondateurs du musée. Et par contre, maintenant, il y a toute une série d'objets qui sont acquis, soit par achat, par la province de Liège. Comment est-ce que quelque chose devient partie de la patrimoine? Qui décide ça? Donc, en fait, ça, c'est un de mes rôles, mais que je fais aussi avec toute mon équipe. Donc, par exemple, les marionnettes, on a encore souvent des propositions dont marionnettes. Donc, ici, ce qui est facile dans le cas des marionnettes, c'est qu'on a fait tout le récollement. Donc, on a vu toutes les marionnettes qu'on avait, donc on en a un peu moins de 1000. Donc, si on nous propose quelque chose, on va pas prendre déjà une marionnette, un personnage qu'on a déjà en plusieurs exemplaires. On va regarder si c'est en bon état de conservation, parce que ben voilà, les marionnettes souvent, ben, elles étaient forcément utilisées par des montreurs, donc elles ont souffert au cours des spectacles, elles ont subi des dommages. Parfois, ben, elles étaient mal stockées, c'était dans des caves, dans des greniers, donc il faisait chaud, humide, donc elles ont parfois été attaquées par la petite vrillette. Donc il faut un bon état de conservation, il faut une cohérence au sein de notre collection, parce que voilà, les marionnettes, c'est seulement un type d'item qu'on a au sein de nos collections. On a plein d'autres choses. Donc, on a depuis des bijoux jusqu'à des véhicules hippomobiles. Donc, à un moment donné, on va faire aussi des choix. Donc, voilà, parce que ce qu'on fait aussi, parfois, on renvoie vers d'autres institutions, parce qu'il y a la maison La Marionnette à Tournai qui conserve aussi plein d'autres types de marionnettes. Nous, on a un petit peu des marionnettes d'ombre, mais c'est essentiellement des marionnettes à tringle liégeoises qu'on conserve au sein de nos réserves. Et donc, ce qu'on a mis en place depuis quelques années, c'est vraiment une politique d'acquisition avec toute une série de critères pour voir, ben voilà, si les objets rentrent dans ces critères-là ou pas. Donc, c'est les gens même qui pourront faire la demande. Écoute, j'ai une pièce ici à la maison. J'ai trouvé cette marionnette dans le grenier de mon grand-père. Et si vous le voulez, ça peut faire partie de la patrimoine. Voilà, c'est ça. La plupart du temps, c'est les gens qui font la démarche, qui nous font des propositions de dons ou d'achat. Ou alors parfois, nous, parfois on est proactif aussi. On va voir si on voit par exemple, il y a des petites marionnettes jouets qui nous intéresseraient. On en avait acheté dans le cadre de l'expo Super Marionnette qui a eu lieu il y a 2-3 ans. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on recherche aussi. Okay. Puis pour revenir sur ce que Cécile elle a dit qu'il y a il y avait deux sortes de types de marionnettes de chaque côté du fleuve. C'était la manière de jouer. En fait, il y avait le style rive gauche et le style rive droite. Donc rive droite, c'est du côté d'Outremeuse. Il y avait plus d'interventions de Chanchet. Et rive gauche, c'est de notre côté à nous, donc où c'était plus dynamique dans la manière de jouer, dans les combats notamment. C'est surtout ça la différence, mais c'est une différence qui n'existe plus maintenant. Maintenant, ça s'est uniformisé dans la manière de jouer quand même. Tout le monde joue plus ou moins de la même manière, déplace ses marionnettes de la même manière. Tu parles des montreurs, ils ont souvent des joues de d'autres montreurs de marionnettes, donc ils s'approprient aussi ces marionnettes-là. Oui, ils achètent. Et puis les marionnettes aussi, elles souffrent pendant les combats, donc ils doivent remplacer une jambe, un bras, etc. Donc ils vont reprendre une marionnette. Ce qui nous pose des problèmes, parce que nous, on est plutôt dans l'aspect collection, patrimonialisation. Ouais, donc nous, on veut, quand on encode, on met la marionnette, c'est qui? Ah bah oui, mais si la jambe vient de Pinet, et puis c'était un autre montreur qui avait fait, ça va pas. Ça devient compliqué. Pour nous, ça devient compliqué. Bon, maintenant, quand Anthony fait les nouvelles marionnettes, c'est plus ça, parce que c'est lui qui fait tout de A jusqu'à Z, donc c'est plus facile. Mais pour les anciennes, parfois, on a des problèmes d'identification. Voilà, certaines sont très reconnaissables. Voilà, c'est la génération qu'on connaît, parce que c'est des chefs-d'œuvre, mais d'autres, c'est beaucoup plus. Effectivement, en fait, il y a certaines pièces, c'est difficile de dire qui les a sculptées parce qu'elles ne sont pas signées, par exemple. Ça c'est un peu embêtant. Quand elles ne sont pas signées, on a du mal à dire qui a fait quoi.
Et puis il y a certains sculpteurs qui avaient un style très reconnaissable et d'autres qui avaient un style un peu plus banal, ou en tout cas ils étaient moins connus, donc on ne sait pas toujours dire qui a fait quelle marionnette. On sait quand même dire dans 90% du cas, mais il y en a toujours quelques-unes où on préfère pas trop se prononcer. Quoi. Puis alors, l'autre problème, c'est les habits. Parce que ça, les habits, forcément, c'est du textile, donc ça s'abîme. C'était souvent l'épouse du montreur de marionnette qui faisait ça. Une tenture pour faire la jupe des chevaliers. Donc voilà, mais alors souvent, après, ça a été remplacé. Donc par exemple, quand c'était au temps c'était la ville de Liège, parfois certaines couturières avaient des goûts très disco comme ça. Donc aujourd'hui, quand on voit ça, c'est vraiment pas beau. Même si ça revient à la mode, hein, quelque peu. Mais ça, entre l'objet de la marionnette et le côté disco, c'est bizarre, ça ne va pas bien ensemble. Voilà, donc maintenant, ici, on a une couturière, et donc là, Anthony dit, voilà, moi j'aimerais bien avoir ceci, ça, il lui envoie des photos, et donc elle se calque là-dessus. Avant, au tout début, quand il y avait Léopold Leloup, il avait fait une marionnette qui ressemblait pas du tout au Tchanché qu'on connaît maintenant. Il a fait toute une évolution au Tchanché qu'on connaît maintenant. Et ce que je trouve remarquable, c'est que maintenant, il reste comme ça. Il a plus évolué encore parce que Tchanché, c'était la représentation du peuple, des gens qui venaient voir le théâtre. Comment ça se fait que ça s'est uniformisé? Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est une sélection naturelle, entre guillemets. En tout cas, c'était le Tchanché en habit mineur, c'était peut-être le plus typé, connoté ouvrier. Forcément, parce qu'il y avait des Tchanchés en haute forme, des Tchanchés avec des bonnets phrygiens. Voilà. Dans les collections, on peut le voir, dans nos collections, on a différents types de Tchanchés. Et si vous ne savez pas que c'est des Tchanchés, comme il dit, avec un haute forme, et au départ, parfois, ils ressemblent à un bourgeois, alors qu'aujourd'hui, ils ne ressemblent plus du tout. Je pense que peut-être il y avait une telle multitude de théâtres de marionnettes que au départ, Tchanché, c'était un personnage qui intervenait en fin de spectacle ou en internet, donc il n'avait pas un rôle bien défini. C'est quand il a commencé à prendre de l'importance au sein des pièces de marionnettes que, à ce moment-là, on lui a attribué, la chemise d'ouvrier, le petit foulard, le chapeau qu'on lui reconnaît. Donc, je pense que c'est parce que c'est peut-être le costume qui se rapproche plus de l'ouvrier, celui qui est resté, parce que Tchanché, dans son caractère, c'est un homme du peuple. Et donc forcément, c'est plus logique qu'il soit habillé en ouvrier qu'avec un haute forme et une canne. Maintenant, il y a eu la reprise par le folklore aussi, les fêtes en Outremeuse, je pense que ça joue, et le merchandising aussi. C'est à partir du moment où les gens voient des petits porte-clés avec Tchanché habillé comme ça, du coup, je pense qu'en tant que montreur de marionnettes, pour identifier le personnage, du coup, il va lui ressembler aussi. C'est un peu le phénomène aussi de Jean Bossely. Jean Bossely, il a créé une histoire après coup, en fait, que la marionnette, elle existait déjà longtemps. Et c'est son histoire à lui qui est restée, même si, en fait, chaque théâtre avait un peu sa propre légende de Tchanché. Jean Bossely, il travaillait dans le bureau de tourisme. À l'Office du tourisme. À l'Office du tourisme pour l'Expo international de 1939. Et lui, il a créé une légende qui a été bien gardée, en fait, après cet événement. Et c'est pour ça qu'on est revenu sur sa version, parce qu'on l'a retrouvée dans des tiroirs du bureau. Et puis, on a reconstruit le musée de Tchanché, justement, selon cette légende-là, parce qu'elle était conservée. Donc, oui, là, du coup, je reviens sur le patrimoine. Est-ce que si plusieurs légendes auraient été bien réservées, je ne sais pas si vous en avez encore ici, comment est-ce que Tchanché, il serait maintenant? Il serait peut-être complètement différent? Ah oui. Ça, on peut pas le dire. Nous, ce qu'on a en archive, on a des textes manuscrits de certains montreurs de marionnettes, ou alors parfois ils annotaient les pièces, la bibliothèque bleue, etc., en mettant leurs propres commentaires. Maintenant, oui, il y aurait pu une autre légende qui aurait pu, mais voilà, vu que c'est en 1939, on est vraiment à cette période, en fait, où les théâtres de marionnettes sont vraiment en déclin. Et donc, je pense, s'il y a une figure qui a réussi à mettre en avant un texte, après les autres se sont raccrochés à ce texte, ce qui explique pourquoi le texte de Jean Bossely est aujourd'hui toujours connu et reste celui de référence.
France, quoi. Mais je pense pas qu'il aurait quand même eu une grosse différence au niveau de son caractère. La légende de Tchanché, c'est un peu voilà l'histoire de Tchanché, comment il est né, comment ça se fait qu'il connaît Charlemagne. Mais si on prend les textes d'Adrien Dufour, par exemple, qui lui, il est né avant cette date-là, donc il connaît les théâtres de marionnettes d'avant, et dans sa manière de jouer, il est forcément inspiré par ce théâtre de l'avant Deuxième Guerre mondiale. Bah, son Tchanché, il a quand même les caractéristiques du Tchanché uniformisé, on va dire, même au niveau de l'habit. Donc je pense pas que s'il y avait eu d'autres légendes, ça aurait changé beaucoup de choses, parce que Adrien Dufour aurait très bien pu se dire bah non, moi je suis pas cette légende-là parce que c'est pas celle qui correspond au caractère de Tchanché, mais c'est pas ce qu'il a fait. Comment est-ce qu'on décrirait Tchanché maintenant? Surtout le caractère, parce que du coup, enfin son caractère, du coup l'extérieur, enfin son look, on le connaît déjà, Ouais. il est très remarquable. C'est le look d'un mineur. Mais comment est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il représente? Bah, donc c'est quelqu'un qui a le sens de la justice, qui a l'esprit frondeur, qui n'hésite pas voilà à s'opposer à plus fort que lui, qui défend les plus faibles, qui est profondément gentil. Parfois trop. Parfois trop, oui, tout à fait. Qui aime partager, qui a l'esprit festif, il aime faire la fête. Voilà, et il fait de différence entre personnes. C'est-à-dire que pour lui, qui s'adresse à un empereur ou à un enfant dans le public, il va lui parler de la même manière. Ok. Puis j'ai remarqué aussi que dans les marionnettes, il y a des différentes tailles. Oui. Tchanché, comment est-ce que sa taille se lie à d'autres marionnettes dans le théâtre? Et c'est la perspective morale. Donc, c'est-à-dire que au départ, maintenant presque plus, au départ dans le théâtre de marionnettes liégeoises, plus on avait un rôle social élevé, plus on était grand. Donc le plus grand, bah, ça allait être l'empereur. Puis il y avait le roi qui était un petit peu plus petit que l'empereur. Puis le chevalier, la princesse, le soldat et enfin l'homme du peuple comme Tchanché qui était censé être le plus petit. Donc c'était vraiment pour montrer le rang social, la classe sociale de chaque personnage. Il y a deux types d'animation, on va dire, au niveau des marionnettes liégeoises. Il y a les marionnettes avec des bras en tissu et les marionnettes avec des bras en bois. Donc au niveau des jambes, ils savent se plier plus ou moins aux genoux, on va dire. La tête, le cou rentre dans le corps. Au bout du cou, il y a une tige en métal en forme de U qu'on appelle un cavalier. Et dans ce cavalier passe une autre tige en métal qui va passer dans l'aisselle de la marionnette, on va dire, et qui va permettre à la tête de tenir sur le corps. Ensuite, les jambes donc sont en trois parties, à la cuisse, le reste de la jambe et le pied. Le pied est cloué au bas de la jambe. Le bas de la jambe est rattaché à la cuisse avec encore une fois des fils de métal, ce qui permet à la jambe en fait de bouger. Et au niveau du bassin, on va dire, bah, même chose, les jambes sont rattachées avec des fils de métal qui traversent le corps de part et d'autre, ce qui permet aux jambes de bouger. Quand c'est des bras en tissu, bah forcément le tissu est simplement cloué sur les côtés du corps, donc ce qui permet à la marionnette de bouger. Quand ce sont des bras en bois, comme les empereurs, les rois ou les chevaliers, en tout cas ici, dans notre théâtre, ça va être plus ou moins le même principe que pour la jambe. En fait, ça va être une partie du bras qui va être attachée à l'autre partie avec du fil de fer, ce qui permet au bras de bouger comme ça. Et alors, il y aura une vis qui va venir au niveau de l'épaule, qui va traverser jusque dans le corps pour que le bras puisse bouger. Ok. Et au-dessus, il y a encore un cavalier qui permet de rattacher la tête à la tringle de la marionnette. Et quelle taille est-ce qu'ils ont en général? Ça dépend du personnage. Ouais. Mais ici, en moyenne, on va dire qu'ils font plus ou moins 70 cm. Okay. Entre 70 et 85-90 cm, ça dépend du personnage. Pour revenir au répertoire de Tchanché, vu que toi tu écris encore vraiment des histoires, Anthony, est-ce que le fait que la marionnette Tchanché soit déjà bien précisément définie, ça te laisse encore assez de espace créatif, pour dire liberté créative, pour créer ta propre histoire avec lui? Oui, tout à fait. Parce que oui, Tchanché, il est bien défini. Mais après, Tchanché, ce qui est bien avec Tchanché, c'est que forcément, il a des caractéristiques qui font automatiquement de lui le héros d'un spectacle. Je veux dire, il a des points négatifs, il boit un peu trop, il se bagarre. Mais je veux dire, il a tellement de points positifs que forcément, ça va être le héros de l'histoire. Et puis,
il y a tout le reste de l'histoire. L'histoire, c'est pas que Tchanché. Il y a ce qu'on veut raconter. Dans ce qu'on veut raconter, il va y avoir d'autres personnages qui vont nourrir et enrichir l'histoire. Et Tchanché, il va être la voix de la raison dans le spectacle. Est-ce que le fait que maintenant on fait des spectacles dans les musées, ça a changé les spectacles, enfin, comment les marionnettistes font leurs spectacles et comment Tchanché se comporte, vu qu'avant ils faisaient ça dans leur propre théâtre, donc ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Est-ce que dans le musée il y a certaines guidelines qu'il faut suivre? Oui, mais enfin. Oui, enfin, pas de vulgarité. Voilà, il faut rester. C'est la seule chose qu'on m'a dite. Je veux dire, de racisme. Oui, voilà. Mais ça nous paraît logique, en fait. Enfin, moi, ça me paraît logique. Anthony, il a sa liberté créative parce qu'il choisit le sujet de cette pièce de théâtre. Voilà, t'as aussi créé un personnage comme Bart, le duc d'Anvers, qui fait référence à Bart de Wever. Donc voilà, donc il y a, enfin voilà, il peut évoquer différents sujets. Ouais, tout à fait. Mais voilà, ce qu'il disait par rapport à Tchanché, tantôt, je trouvais intéressant, c'est que c'est un personnage, en fait, qui permet de parler de plein de thématiques. Ouais. Et d'ailleurs, Anthony le fait parce qu'il fait aussi bien une pièce de théâtre, comme il a dit, sur la malbouffe, sur la gestion des déchets. Enfin, à chaque fois qu'on a une exposition, presque à chaque fois, il arrive à créer une pièce de théâtre en lien avec l'exposition et donc à rebondir sur les thématiques qu'il y a dans notre parcours ou dans notre exposition. Donc, je pense que le personnage de Tchanché n'empêche pas de créer. Non, tout à fait. Pour revenir à ce que tu poses comme question, en fait, il faut pas croire que parce qu'on est dans un musée, tout est super cadenassé, tout est très cadré. C'est pas du tout le cas. En fait, ici, la direction, la conservatrice, tout le monde a bien compris que pour faire des spectacles de marionnettes qui vont intéresser les gens, il faut quand même un minimum de liberté, quoi. Donc à ce niveau-là, je pense que je suis très bien tombé. J'ai le droit de créer ce que je veux à partir du moment où effectivement c'est pas vulgaire, c'est pas raciste, c'est pas trop connoté politique non plus. Il faut pas non plus que Tchanché vienne et commence à faire le programme du Parti Socialiste ou du PTB ou pas du MR, ce serait bizarre. Donc forcément il va pas le faire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté et les limites, on va dire, c'est des limites qui me semblent être les mêmes dans la vie de tous les jours. Je veux dire, on va pas commencer à tenir des propos racistes ou à être injurieux envers les gens dans la rue. Donc, pourquoi le faire dans son lieu de travail? Mais c'est vrai, par exemple, que Guignol, je pense, en France, a plus une connotation, ou avait plus une connotation politique que n'a jamais eu Tchanché, où là, Guignol prenait plus la parole, pouvait prononcer plus des paroles partisanes, en fait. Ici, on retrouve pas dans le cadre avec Tchanché. Avant, au début des spectacles, quand même, il faisait une sorte de revue de presse, quoi. Donc, il parlait un peu d'actualité avec le public, mais nous, notre public, maintenant, il est familial aussi. C'est un public où il y a les parents et les enfants qui viennent. Donc, par rapport à l'actualité, on peut de temps en temps faire un petit clin d'œil, mais on peut pas non plus être critique et acerbe parce que les gens, ils ont peut-être pas envie que leurs enfants ils écoutent un gars leur expliquer son point de vue sur l'actualité, quoi. Donc, il y a aussi la nécessité de s'adapter au public, tout simplement, quoi. Maintenant aussi, ce qu'il y a, c'est que les adultes ne se disent plus, on va venir au théâtre de marionnettes entre adultes. Hein. Non, c'est clair. Ça reste pour les adultes, ça reste c'est pour les enfants, et donc les parents ou les grands-parents accompagnent parce qu'ils sont avec des enfants, mais c'est rare que des adultes, ou dis-moi le contraire. Non, c'est rare que les adultes. En disant c'est un divertissement pour nous, quoi. Non. Comme on pourrait le faire en disant on va au cinéma entre adultes. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas les prendre en compte quand on écrit un spectacle, parce qu'ils sont quand même dans la salle. Donc il faut qu'ils puissent aussi passer un bon moment et qu'ils puissent participer s'ils en ont envie. Donc il faut quand même les prendre en compte quand on écrit un spectacle et avoir un double niveau de lecture dans le spectacle. Mais toujours en regardant les limites que je pense qu'on va s'imposer dans la vie de tous les jours, de toute façon. Mais parfois, il y a des petites touches humoristiques qu'Anthony fait, que les enfants ne vont pas percevoir, mais bien les adultes, parce que c'est du second degré, et donc, ça, c'est réservé aux adultes. Ouais, tout à fait.
Donc, même si les scripts sont plus définis, ça reste méga libre et ce qu'on Voilà. prend en Bah, priorité, le texte c'est... reste la trame. Hein, Oui. voilà, Ouais, il y a tout à fait. l'écriture de la pièce qu'a fait Anthony qui reste la trame, et puis après, ben, il Ouais. complète. On privilège les interactions Oui, avec le oui, public. tout à fait. J'écris mon texte au cas où si j'ai pas d'interaction. Oui. Donc je pense quand j'écris mon texte, voilà, je l'écris et si j'ai pas d'interaction, bah, je joue tout mon texte comme ça et voilà, les gens rigolent au moment où ils sont censés rigoler et tout ça. Mais si j'ai des interactions, bah alors ouais, je coupe dans le texte. Parce que c'est ça que les gens veulent en fait normalement, c'est venir pour avoir des interactions. Et les meilleures blagues, et les meilleurs moments seront toujours ceux qui vont être provoqués par le public. Donc, ça reste un art du peuple. Oui, Ouais. et un art vivant. Voilà. Merci beaucoup, Anthony et Cécile. Je vous remercie pour toutes ces belles infos que j'ai reçues. Et on va faire un très beau petit interview. Ah bah, Avec chouette. plaisir.